On aurait pu le dire il y a quelques années. Je crois qu'il faut sortir d'un clivage gauche-droite dans cette affaire. Mmh. Nous avons... Pardon? C'est le centriste qui Non, parle. non, mais C'est le centriste on qui va parle, pas, bien sûr. on va pas en sortir un camp contre l'autre. Nous avons, sur un certain nombre de sujets, à prendre des dispositions qui nous appellent à la lucidité et au courage. Nos dépenses sont vertueuses, mais elles sont encore plus vertueuses quand nous en maîtrisons le montant. Peut-être y a-t-il ici ou là des conventions collectives qu'il va falloir revoir. Je pense à l'UNIOPS, par exemple, qui fédère des associations qui sont des opérateurs pour les départements, pour accueillir les jeunes dans des foyers, des personnes âgées, des actions sociales. Donc, c'est pas la peine de se chamailler, nous n'avons pas le choix. Vous avez Nous les devons- mêmes réalités, de toute façon. Vous êtes confrontés aux mêmes réalités, tous autant que vous Absolument, êtes. absolument. Et donc, nous devons ensemble trouver les bonnes dispositions pour mieux maîtriser la dépense publique, pour éviter de prendre de nouvelles initiatives qui sont des suppléments de dépenses. C'est ça qui est en cause. Et là, la révolution reste à faire. Et c'est pas en opposant un camp contre l'autre, parce que c'est vrai qu'une partie du discours de Bruno Sido aurait parfaitement pu être tenue il y a 2 ou 3 ans. Mais alors pourquoi vous êtes parti du Eh oui, Congrès? c'est pour Pourquoi ça. quittez-vous le Parce qu'il y a Congrès, un monsieur moment Arthuis? où ça déborde. Et par ailleurs, je voudrais dire que le mode d'élection, ce scrutin binominal, J'allais y venir. Donc en mars avec 2015, les ben, on y est. départements ne ressembleront plus à ceux qu'ils sont aujourd'hui non, dans mais leur ce que je représentation. ne comprends pas, c'est que on discute d'une nouvelle phase de décentralisation et donc de clarification des compétences qui laisse à penser que peut-être on va définir d'autres missions pour les départements. Or, on a commencé par réformer le mode d'élection sans savoir ce qu'on allait faire. Je trouve que c'est vraiment mettre la charrue devant les bœufs et que ce mode d'élection tel qu'il est conçu avec le charcutage forcément ou le soupçon de charcutage, la présomption de charcutage qui empeste le climat politique au moment où le pays est confronté à des problèmes de chômage, de déséquilibre des finances publiques, ceci est détestable, avec un mode d'élection qui est, à mes yeux, caricatural et qui risque de caricaturer les départements dont nous avons la charge. Je rappelle, Jean Arthuis, que le nombre de cantons vont être divisés par 2 à l'occasion de cette élection. Oui, mais le nombre Charcutage, de c'est un- conseillers... Et le nombre d'élus augmenté. Non, mais- Charcutage, c'est un mot que, non, qui n'est pas le vôtre. Oui, mais alors, s'il y a charcutage aujourd'hui, il y avait charcutage hier. Ouais. Parce que la loi, quand même, de 2010, elle était exactement dans les mêmes configurations. C'est-à-dire qu'on était obligé aussi de redessiner des cantons et d'en redessiner encore un petit peu moins, d'ailleurs. De Ça veut manière dire que la générale. ruralité est encore plus attaquée que ce qu'elle l'est aujourd'hui. Donc Alors, vous je crois reconnaissez qu'il faut que la- aussi avoir la réalité des chiffres en tête et se rendre compte qu'on n'est pas du tout dans la voie qui était évoquée. Vous reconnaissez que la ruralité que vous représentez d'une certaine manière, vu votre département du Mmh, Vaucluse, eh bien, sera moins bien représentée demain qu'aujourd'hui. Ah ben ça c'est évident, Ouais. puisque quand on est obligé de tenir compte du nombre d'habitants et qu'on est obligé donc d'avoir par rapport à une moyenne départementale plus ou moins 20%, obligatoirement ça fait disparaître des cantons qui aujourd'hui ne sont plus tolérés par le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État. Donc je crois que là on a une obligation de faire cet équilibre démographique et à partir de cet équilibre effectivement il y a quelques cantons supplémentaires qui ont été évoqués dans certains départements, notamment pour arrondir les chiffres. Et je crois que là, on est sur une réalité, c'est-à-dire que avant, on aurait eu avec le conseiller territorial un certain nombre de cantons. Aujourd'hui, on en aura légèrement plus, mais avec 2 élus à l'intérieur. C'est-à-dire qu'avant, c'était un élu pour 2 collectivités. Maintenant, c'est 2 élus pour une seule collectivité. Ça Cela me dit, paraît monsieur- quand même nettement amélioré. Monsieur le Montgolfier, la loi a été votée, elle va s'appliquer. Oui, dans les conditions difficiles que vous savez au Sénat, parce que ce mode de scrutin suscite l'incompréhension. C'est le scrutin binominal, 2 élus sur un territoire, plus d'élus, c'est un peu étrange, pour 2 fois moins de territoire. Donc c'est un mode de scrutin qui est très difficilement compréhensible et les débats au Sénat l'ont montré. Après, il y a les conditions du redécoupage. Et là, sur les conditions du redécoupage, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne connaît pas les règles. Ça se fait, peut-être pour certains les connaissent, mais dans le secret, peut-être de la rue de Solferino, mais en tous les cas du ministère de l'Intérieur. Et aujourd'hui, on ne connaît pas les règles. La preuve, c'est qu'un certain nombre de conseils généraux ont commencé à mettre des avis. Certains conseils généraux de gauche ont d'ailleurs émis des avis défavorables. Jean-Michel Baillet, par exemple, Tarn-et-Garonne, avis défavorable. Alors qu'à la majorité, le groupe PS a voté contre.
Je vois que dans les départements assez voisins du mien, l'Indre-et-Loire, c'est passé de justesse avec le vote négatif de l'ancienne présidente du Conseil général. Donc la preuve est que c'est un mode de scrutin extrêmement compliqué. Et évidemment, on n'est pas loin de l'accusation de circuitage dès lors qu'on ne connaît pas les règles qui s'imposent. Et je pense qu'il faudrait être prudent pour remodeler des cantons qui ont plus de 200 ans d'existence. Doit-on ignorer les frontières des intercommunalités qui viennent d'exister? Doit-on remettre tout en cause? Et quelle est la finalité de ce mode de scrutin? C'est des questions qui restent aujourd'hui en suspens. Christian Favier, est-ce que cette nouvelle représentation des départements va changer l'esprit départemental tel qu'il existe aujourd'hui? D'abord, je pense qu'il fallait faire cette réforme. C'est indispensable. Pourquoi? Parce qu'il y avait deux fragilités pour les départements. C'était le déséquilibre effectivement démographique qui était énorme, considérable, et puis l'absence de parité. Donc je pense qu'il fallait répondre à ces deux points. Mais le mode qui a été choisi, effectivement, moi je ne l'ai pas voté. Il ne me convient pas. Pourquoi? Parce qu'avec des territoires plus grands, on aura moins de diversité, de représentation de la diversité politique qu'avant. Et on va vers un système qui pousse un peu au bipartisme, d'avoir les deux grands partis effectivement très largement représentés au détriment d'autres. Donc je pense qu'il aurait fallu trouver un mode de scrutin qui associe à la fois une représentation territoriale et une part de proportionnel. C'est-à-dire un scrutin proportionnel sur cette politisation rampante à venir des futures assemblées départementales, Jean Arthuis, du fait de ce nouveau mode de scrutin? Je pense que ce qui a pesé sur la détermination du mode de scrutin, c'est l'exigence constitutionnelle de parité. Et dans ces conditions, moi, je reconnais que les cantons ont un intérêt pour assurer la représentation, notamment du monde rural. Mais puisque ça devient à la limite de la constitutionnalité, je pense qu'on aurait pu imaginer des listes départementales à la proportionnelle avec une prime majoritaire, comme on le fait pour les agglomérations de plus de 3500 habitants et maintenant de 1000 habitants. Donc ce mode-là permet d'avoir un projet départemental, parce qu'une politique départementale, ça n'est pas seulement l'addition des préoccupations cantonales, c'est une orientation, et par ailleurs nous avons à essayer de clarifier les compétences. Je pense personnellement que le social restera au cœur de la vocation des départements. On pourrait imaginer que la politique sociale soit conduite au plan communal, mais c'est peut-être trop proche des citoyens, avec les risques éventuels de clientélisme. C'est le bon échelon. Si c'était au plan régional, ce serait trop distant par rapport à la réalité. Et je pense que le département reste le cadre approprié pour la solidarité entre les personnes et entre les territoires. Donc vous êtes tous d'accord pour dire que le département a encore aujourd'hui toute sa pertinence, Claude Haut? Oh, absolument. Et je crois de plus en plus d'ailleurs. Ne serait-ce que sur l'aspect social qu'on a évoqué et qui me paraît aujourd'hui indéniable. Personne ne vient ici, je crois, nous dire on va prendre cette compétence. Je crois qu'on préfère nous la laisser. Puis il y a un certain nombre de solidarité territoriale aussi qu'il faut voir, et notamment sur le numérique, sur un certain nombre de choses où les départements sont à la pointe. Et je crois que tout l'avenir, je crois, est devant nous. Nous aurons largement les possibilités de débattre sur ces sujets, mais je crois que le département a encore une longue vie devant lui. Aldéric de Montgolfier, c'est ce que vous pensez, alors que la droite, il y a quelque temps, pas si lointain, voulait d'une certaine manière fondre le département avec les régions? Ce n'était pas l'analyse qu'on en avait, c'était au contraire de rapprocher les départements et des régions, d'avoir des politiques communes. Mais ma crainte avec le nouveau mode de scrutin, c'est qu'on ait un affaiblissement de cette relation de proximité, qui est finalement un gage d'efficacité. Parce qu'un canton, c'est quoi? C'est d'abord, bien sûr, la circonscription d'élection des conseillers généraux, mais c'est aussi très souvent le mode d'organisation des services publics. Les services publics de l'État, de la gendarmerie, des services de la poste, les modes d'organisation des services publics du département, le collège, la maison de retraite. Et la crainte, c'est que, à travers une réforme électorale, certains diront un charcutage électoral, on aboutisse finalement à une réorganisation des services publics qui peut être nécessaire, mais qui devrait se faire sur des bases beaucoup plus réfléchies. Et là, on va dans quelque chose qui est pour le moins peu concerté et qui se fait de manière un peu clandestine. Alors messieurs, vous êtes tous présidents de conseils généraux, mais vous êtes également tous sénateurs et vous avez tous participé tout à fait récemment au Sénat à cette grande et longue et dense discussion autour de la naissance, de l'émergence, de la jeunesse de ces futures métropoles. Vous en particulier, monsieur Favier, est-ce que quelque part vous n'avez pas peur que ces nouvelles structures
très générales, très généralistes, n'auront pas d'une certaine manière absorbé, sinon les compétences, sinon au moins quelques périmètres départementaux dans l'avenir? D'abord, on peut reconnaître que sur certains territoires, il y a besoin d'une coordination métropolitaine. C'est évident, je pense pour la région parisienne, la région marseillaise, lyonnaise, voilà. Mais cette multiplication un peu des métropoles sur toute la France, 14 métropoles, avec en perspective quand même leur transformation en collectivité de plein exercice, parce que c'est quand même bien ça qui est visé. Immanquablement, si on allait vers cela, on irait vers la suppression à cette échelle métropolitaine des départements, voire des régions, à l'exemple de ce qui se passe effectivement sur le territoire du Rhône avec la métropole du Grand Lyon. Donc je pense qu'on y perdrait beaucoup parce qu'on irait vers des structures très éloignées des citoyens. Et aujourd'hui, je crois que ce que nous demandent justement nos concitoyens, c'est au contraire plus de proximité avec leurs élus, davantage de proximité aussi du point de vue des services publics, de gestion des services publics. Et on ne gérera pas à l'échelle, je pense pour Paris par exemple, d'une métropole de 6,5 millions d'habitants, des compétences, par exemple, comme l'aide sociale à l'enfance ou des compétences de proximité, les clubs de prévention. Je ne vois pas gérer ça à l'échelle de la métropole, ni même le logement, puisqu'on nous parle de la fusion de tous les organismes HLM à l'échelle métropolitaine. Donc, un organisme monstrueux qui gérerait plusieurs centaines de milliers de logements, c'est quelque chose de tout à fait invraisemblable. Alors, Christian Favier, vous êtes déclaré favorable à un référendum, je pense en particulier au Grand Paris. Oui, je pense que, pas seulement, parce que je viens d'entendre que Claudie Le Breton, dans ses conclusions, partage également cette idée-là. C'est-à-dire que sur des réformes de cette importance-là, je crois qu'effectivement, à un moment donné, il faut que nos concitoyens puissent donner aussi leur avis. Ça ne peut pas rester seulement l'avis des élus. Jean, monsieur de Montgolfier, ça fait des années qu'on parle de décentralisation, d'acte 3 de la décentralisation. Il y en a une en cours en ce moment. Elle est confuse, elle est complexe, elle est compliquée. Elle met beaucoup de temps pour arriver ne serait-ce qu'au Parlement. Est-ce qu'à un moment donné ou à un autre, comme le souhaiterait M. Favier, voire Claudie Le Breton qui l'a dit tout à l'heure, eh bien le peuple ne devrait pas s'exprimer sur ces questions? Oui, mais à condition que le débat soit clair. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on ne sait pas qui fait quoi. Et chacun veut s'occuper de tout. Donc, nous devons avoir suffisamment de sagesse les uns et les autres pour spécialiser les compétences exercées par les différents niveaux d'administration, sans doute faciliter le regroupement des communes, notamment en milieu rural. Nous avons une exigence d'efficacité, mais aussi de proximité, de liberté, car je verrais beaucoup d'avantages à ce que l'on sorte de ces carcans de normes et de règles. Pourquoi ne pas innover dans le service public et permettre que certains services dans le département de la Mayenne, ou dans le Vaucluse, ou dans le Val-de-Marne, ou dans l'Eure-et-Loire, soient différents. Il s'agit de permettre aux élus de répondre à l'attente de leurs concitoyens dans leur domaine de compétences, avec les moyens financiers dont ils disposent. Alors je crois que c'est courant novembre pour bientôt, voire à la fin de ce mois, que la Cour des comptes devra rendre un nouveau rapport sur l'état des lieux financiers des collectivités locales, des communes en particulier. Je pense qu'on parlera des départements. Jean-Arthur, vous avez abordé cette affaire des économies à faire en temps de rigueur dans les collectivités locales. Est-ce qu'il s'agit là aujourd'hui d'une urgence pour vous, ne serait-ce que vis-à-vis de l'opinion? On connaît l'état de l'opinion aujourd'hui, Claude Haut. Oui, non, mais il est évident que personne ne peut dire aujourd'hui nous allons continuer à gérer comme avant et sans réfléchir à cette gestion. Ça fait partie de vos priorités aujourd'hui. C'est obligatoirement une priorité pour chacune des collectivités qui sont les nôtres. Mais je crois quand même aussi que ce qu'il nous faut essayer de conserver, c'est une certaine autonomie de fonctionnement, une certaine marge de manœuvre qui nous permettent de réaliser au bénéfice de nos concitoyens un certain nombre d'actions plus généralistes et qui ne sont pas dans les domaines sociaux qui sont bien sûr nos compétences fortes. Alors vous l'avez constaté ce matin lors du congrès, les élus de droite ont quitté le congrès. Il n'empêche, le dialogue continue, ne serait-ce que sur le plateau de Public Sénat et en direct. Grâce à Public Sénat, merci. Merci messieurs d'avoir dialogué, parlé ensemble des dossiers départementaux extrêmement importants. Heureusement qu'on va se retrouver au Sénat. Voilà, exactement. Le grand conseil des collectivités territoriales. Absolument.